Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, Les Anneaux de Pouvoir, la série Le Seigneur des Anneaux, avec sa saison 2. On va revoir avec vous et on va décortiquer, analyse complète, avis sur l'épisode 4 qui s'appelle Eldest, diffusé le 5 septembre 2024 sur Prime Video. Pour en parler, je suis bien évidemment avec l'ami Greg. Comment vas-tu, mon cher Greg ? Eh ben écoute, moi, mon cher Kerr, c'est la patate. Je suis très content de pouvoir parler de cet épisode 4 avec toi. Épisode 4 qui a beaucoup de personnages qui apparaissent pour la première fois, personnages qui sont à demi-mot confirmés. On va parler de tout ça. Eh ben allons-y mon cher Greg et on y va tout de suite avec mon avis tiens sur ce quatrième épisode. Alors on rappelle un petit peu dans les épisodes précédents de Cult and Click parlant des Anneaux de Pouvoir. Moi j'avais pas du tout été emballé par les 3 premiers épisodes, je m'étais particulièrement ennuyé. J'avais pas trouvé ça catastrophique ce qu'on me proposait de voir, juste que ça ne suscitait pas chez moi un intérêt farouche. Et là, on est dans un épisode 4 qui a des arguments pour plaire davantage. Arguments en 2 parties. Tom Bombadil, si vous avez lu le Seigneur des Anneaux, forcément, c'est un personnage qui vous a marqué, qui était très difficile à adapter. D'ailleurs, c'est pour ça que Peter Jackson s'est jamais frotté au personnage. Il est intégré là dans ses Anneaux de Pouvoir. Moi, je l'ai trouvé très réussi, ce personnage. Il y a le côté un peu énigmatique de Tom Bombadil, très positif aussi, très bienveillant, un brin de lyrisme autour du personnage. Et puis, on a aussi une scène un peu étrange qui nous fait comprendre que sa femme Bédor est dans le coin, mais qu'on ne la voit pas. Alors il y a des théories, en veux-tu en voilà sur l'absence de Bédor qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Par contre, on voit la chèvre. Mais ça m'a plu. Le reste de l'épisode, mon cher Greg, est très propre. Encore une fois, la production est à la hauteur, les décors, les costumes, tout est bon. Le casting encore, à mon sens, faiblard. Je pense que c'est un point qu'on n'a jamais vraiment abordé, en tout cas pas dans la précédente vidéo. Mais je trouve que c'est une série qui aurait mérité un casting peut-être un peu plus XXL, quoi, avec quelques acteurs de vraiment de renom et puis des acteurs peut-être un peu plus talentueux. Par exemple, tu vois, l'acteur qui joue Isildur, il est complètement random. Et puis il n'y a pas que lui, quoi, je vais pas taper dessus, mais il y a aussi dans la direction des acteurs, quand tu vois Kieran Hines qui joue donc le Dark Wizards, qui est quand même un acteur renommé. Il a joué dans Rome, il a joué dans God, enfin c'est pas un plot. Là, dans ce rôle-là, il est nul, mais nul. Et il y a d'autres acteurs que je trouve un peu faiblards. Tu vois, l'étranger, Daniel Weyman aurait pu, je sais pas, je le trouve pas incroyable. Donc, Franchement, c'est un des moins pires. Hein. Moi, je le trouve pas mal. Il a une belle voix et tout. Bon, qu'on a entendu pas trop sur la saison 1. Mais, non, mais je trouve que ça va. Oui, mais c'est pas... tu vois, des Par contre, personnages... Isildur, je suis d'accord avec toi. Voilà. Des personnages dans cette tranche d'âge-là, t'en avais des bien meilleurs dans God, par exemple. Ça, typiquement, tu le mets dans God, ça fonctionne pas, quoi. Donc voilà, mais j'ai toujours ce problème d'intérêt. C'est que l'épisode, oui, il est bien, il propose des scènes d'action, notamment à la fin avec Galadriel. Ok. On a Arondir qui se prend pour Legolas, ok, c'est bien fait. Il y a, on en parlera, mais moult références en clin d'œil, plan à ce qu'on avait déjà vu dans la trilogie de Jackson. Mais pour l'instant, j'en suis toujours à ce constat de je m'en fous en fait. Je suis désolé, j'aimerais vraiment l'aimer. J'aime Le Seigneur des Anneaux, le livre, les adaptations qu'on a eues de Jackson, même le Hobbit. Je vais lui trouver plein de trucs positifs. Là, je m'ennuie vraiment. Donc, je sais pas. Est-ce que ça va opérer à un moment donné chez moi? Je ne sais pas. Est-ce que la magie va prendre? Peut-être pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est propre, mais ça m'intéresse pas. Et toi, mon cher Greg? Bah, moi,
je suis tiède par rapport à cet épisode, mais il faut saluer les efforts. Il faut saluer les efforts, et les efforts ont été faits à moult moments dans cet épisode. On va résumer vite fait ce qui se passe. Et vous allez voir que cet épisode, il est chargé à bloc de 200%. Quand ils ont mis sur le tableau de qu'est-ce qui se passait, quel épisode, cet épisode 4 est l'épisode où il se passe le plus de choses. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'apparition de Tom Bombadil. On a les révélations sur le fait que l'étranger va devoir affronter le Dark Wizard et en plus Sauron. Accessoirement, crèvons l'abcès tout de suite. On a vu qu'en anglais, il y a eu de moult références sur le fait que quand ils parlent de l'étranger, ils disent que c'est un Grand Elf. Et Grand Elf, c'est donc un grand elfe, c'est une des origines du nom de Gandalf. Et l'autre, c'était en anglais une gande, et une gande, c'est une autre manière de parler de grand bâton. Et l'épisode précédent, ils ont parlé de grand bâton et de gande. Donc on peut imaginer que ça y est, l'étranger, on commence à avoir beaucoup de clin d'œil. C'est Gandalf. Donc on va continuer à l'appeler l'étranger, mais bon voilà. Donc on dit qu'on a de nouveau une référence. Quand ils vont nous dire que c'est Pipin en fait, on va voir. Ah ouais, non, là on va plus rien comprendre. Et donc on a Tom Bombadil qui apparaît. On a une nouvelle référence pour comprendre que c'est Gandalf. Du côté des Harfoot, donc les Hobbits, parce que nous on n'a pas de problème de droit avec la compagnie Tolkien. Donc les Hobbits, eh bien on a carrément la révélation qu'il y a une prophétie qu'il y aura un jour la comté. Je vais revenir sur tous ces éléments-là au fur et à mesure. On apprend que du coup, je avance dans mes notes, on a une scène de combat avec des fantômes. Donc trop sympa. On a une scène de combat entre Galadriel et les orques. Trop sympa. On a une scène où on a la découverte des Ents. Trop sympa. Enfin, on a vraiment une palanquée de moments hyper forts. C'est-à-dire que le fait de voir des Ents, c'est un moment fort dans Le Seigneur des Anneaux. C'est en plus, là, les Ents sont très réussis, je trouve. Celle qui est... on a l'impression que c'est des feuilles de cerisier. L'Ent Sakura est très, très, très chouette. Et donc, en fait, la série met plein de choses sur la table pour dire, allez, là, tu vas arrêter de faire ta fine bouche. Tu vas voir, je t'ai mis plein de trucs sur la table. Bon, c'est pas du caviar, mais ça ressemble. Voilà, vous arrêtez de vous plaindre. Et malheureusement, j'arrive pas à être d'accord avec toi, série. Parce qu'en fait, tu me montres plein de trucs. Mais quand je réfléchis à ce que tu me montres, je réfléchis que ce combat avec les fantômes, sur mon écran, qui est en HDR, même en HDR vif, c'était noir de ouf. Je ne voyais rien. Cet épisode, il y a un petit quart de l'épisode, je ne voyais rien. J'ai dû mettre pause dans l'épisode, changer les réglages de télé, changer et tricher avec les réglages pour mettre l'image que les noirs, ça quasiment gris, et de n'avoir aucune couleur noire à l'image. Et du coup, j'ai réussi à avoir une image complètement pétée, puisque j'étais presque en noir et blanc, mais à voir ce qui se passait. Alors, je sais que ces réglages ne sont pas les mêmes chez tout le monde et chez toutes les télés. Je sais que ceux qui regardent la série en HD et pas en HDR n'ont pas ces problèmes parce qu'ils ont tendance à booster la luminosité sur le HD. Je ne sais pas si toi, Kerr, tu as eu ce problème par exemple, parce que Kerr regarde en pas HD. Du tout. Moi, c'était pas sombre. Voilà. Et moi, en HDR, avec des réglages de télé classiques, c'était horriblement sombre. On était dans la bataille de Game of Thrones de Winterfell où on voyait que dalle. C'était hyper relou et du coup j'ai dû le regarder en noir et blanc. Si j'avais regardé sur la version web app, pas la web app, la version web de Amazon Prime, là comme il n'y a pas de HDR, l'image était plus propre et on voyait mieux ce qui se passait. Mais du coup, bref, je rentre pas dans les détails, vous m'avez compris. Donc en fait, déjà, un peu déçu sur la manière de regarder l'épisode. Maintenant, globalement, si on reprend ces différents éléments. Tom Bombadil, super chouette de voir Tom Bombadil. Mais j'avoue que est-ce que à ce moment-là,
de dire « Ah, mais tu t'appelles Gandalf », pour que ça y est, on passe à autre chose. Parce que là, on est quand même on est moitié de la 2e saison. On sait quand même toujours pas comment s'appelle un des personnages principaux de la série. Je trouve ça vraiment problématique. Et le fait de l'appeler étranger, ce n'est pas un mystère qui me défrise les 3 sourcils. Enfin, il y a un moment, j'aimerais bien qu'on sorte de ces mystères qui ne sont pas des mystères. Surtout quand on fait autant de clins d'œil sur le nom de Gandalf. Mais bon, passons. Il y a sur Reddit des gens qui ont noté que la scène où Gandalf ou Grand Elf, si vous préférez, que Grand Elf se fait piéger dans l'arbre, c'est exactement une scène quasiment plan à plan reprise de Merry et Pippin qui sont avalés par un bosquet et avec un Ent avec du coup le Ent qui arrive. Le Ent dit bosquet, retourne te coucher, bois de l'eau, machin. Tom Bombadil dit les mêmes mots. Donc, ils sont pas suffisamment débiles pour aller faire du plagiat aussi évident. Donc, c'est un clin d'œil. Mais un clin d'œil où on va aller faire du plan à plan, c'est peut-être un peu un clin d'œil là j'appuie sur autopilote pour la réalisation de l'épisode, enfin de ce moment-là, parce que il y a quelqu'un qui a fait très bien, on va faire pareil. C'est dommage parce que il y a un échange entre 2 des personnages les plus puissants de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça pourrait être chouette. On pourrait avoir des trucs fifou à l'image. Mais bon, ok. Il n'y a pas de révélation. On reste sur des mystères. Il y a encore plus de mystères. Bon, ok. Fait que du coup, on a du mal à attraper les biscuits. Bon. On passe à la scène d'après. On passe au Hobbit. Les Hobbits, on découvre qu'il y a une autre famille de Hobbits. C'est des cousins lointains. Ok, il n'y a pas de problème. Mais du coup, la série, quel mystère nous met-elle quand elle dit « Vous savez, entre hobbits, on a une prophétie que peut-être un jour, on vivra sous des collines. » Mais nous, spectateurs, là-dedans, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, mais nous, spectateurs, là-dedans, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ça ? On le sait qu'ils vont vivre sous une colline. Est-ce que c'est de se dire, mais ils sont dans un désert, ils vont aller dans une colline ? Comment ils se sont déplacés, arrivent ? ils ont pris le bus, ils ont pris le RER A, ils sont partis. Après, C'est ils ont un clin pris d'œil. Mais un clin d'œil. C'est un clin d'œil à la Comté, c'est pas méchant. Mais non, mais c'est pas un clin. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un clin d'œil puisque c'est le mystère et que ils sont là en train de dire ah mais en fait regardez est-ce que vos ancêtres ne sont pas communs. C'est pas qu'un clin d'œil. C'est pas juste une fresque qui est sur le côté en disant ah ici plus tard il y aura la maison de Bilbon. C'est la série élève ça comme si c'était un espèce de mystère. Encore une fois, pas facile de s'intéresser, de se projeter ou de théoriser sur un mystère qui n'en est pas. On sait que les hobbits vont aller là-bas. Est-ce que le mystère, c'est de savoir qui va survivre ? Je sais pas. C'est encore une fois, ils font des choix sur les éléments qui devraient nous intéresser, qui sont très surprenants. On avance, on arrive sur ce combat contre les fantômes, qui était une scène manquante des films de Jackson, scène qui est très chouette dans les bouquins. J'ai trouvé que les fantômes sont extrêmement bien faits, mais j'ai trouvé que cette scène manquait de patatos, quoi. Et elle était hyper courte. Elle est hyper courte. Enfin, il y a des trucs qui sont bien. C'est super qu'on a Elrond qui soit le lettré qui leur dit non, mais en fait, faut aller là et tout et tout. Mais je trouve vraiment que cette scène, elle est trop courte. Donc, est-ce qu'ils nous ont mis tout sur la table les ingrédients, mais ils ont mis des ingrédients en trop petite quantité ? Peut-être. Mais là, c'est une scène où il fallait envoyer. Enfin, c'est la scène de milieu d'épisode. Elle est beaucoup trop rapide. Encore une fois, qualité de production, au niveau des effets spéciaux, c'est impeccable. Au niveau de la durée et de la réalisation, c'est pas ça. Vraiment, il y a 2 problèmes de fond dans cette série. Alors, tu parlais des acteurs, je pense que c'est peut-être le point 3, le moins important. C'est scénario, réalisation. La série est en permanence en train de courir après ça. Mais bon... Tu voulais réagir. Si la série ne m'intéresse sur pas, c'est peut-être que son scénario est très faiblard. Alors il y a des énormités que on a pu soulever
enfin qui sont évidentes, mais rien que quand c'est pas énorme, c'est juste fondamentalement pas très intéressant. Après, là, tu parlais de l'attaque des morts des anciens rois. J'ai trouvé ça, parce qu'on on ne fait que des parallèles avec l'être que J. Jackson, puisque de toute façon, la série t'incite à en faire en permanence avec les clins d'œil. Là, le plan sur la communauté de l'anneau, Elrond, Galadriel au-dessus de la montagne, c'est juste sidérant. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que les morts étaient bien plus impressionnants dans cette scène-là, en tout cas bien mieux fait qu'à l'époque du Retour du Roi, où moi j'avais trouvé que l'attaque des morts dans le Retour du Roi était vraiment, pour le coup, décevante, quoi. Là, ça pop du bateau et c'est plié en telle une vague en 5 secondes, c'est un peu dommage. Là, Parce que c'est décrit beaucoup comme mieux ça écrit. dans le bouquin. Mais je comprends, je comprends Oui, mais complètement. dans le là, bouquin, c'est pas hyper marqué bien. des fantômes qui sont bleu fluo. Tu vois, là, pour le coup, ils ont vachement plus de gueule. Visuellement, c'est plus réussi. Visuellement, Bon, ils sont, après, ils vous sont allez me hyper dire, il y stylés. a quand même un paquet Mais d'années alors, entre les deux. Hein. accessoirement, il y a le youtubeur Nerd of the Ring qui analysait le nom en elfique de l'endroit où ils vont. Et en fait, à un moment, alors je me souviens plus du nom de la zone, mais Galadriel dit ah mais si on allait à nanana truc non elfique. Et en fait, quand le nom elfique en question veut dire terre des fantômes. Donc, du coup, les elfes sont surpris de tomber sur des fantômes sur Terre des Fantômes. C'est Oui, mais cocasse. c'est tout le temps le cas dans le Seigneur des Anneaux. C'était déjà le cas avec Gandalf qui refusait d'aller dans une zone qu'il aimait pas, etc. Ça arrive souvent, d'ailleurs, c'est là où on a encore Oui, mais un ça parallèle s'appelle avec la pas. trilogie. Enfin, tu vois, le Mordor s'appelle pas l'endroit où tu vas affronter un Balrog. Attention, tu vas mourir. Bah, alors, oui, mais Les elle noms, s'appelle les la noms donnent montagne des du indices, destin, mais c'est la enfin, à ce montagne point-là, c'est quand ténébreuse. même pas Enfin, mal. il y a plein d'endroits dans le Seigneur des Anneaux où en effet le nom est là pour faire flipper, mais on n'est pas obligé de s'attendre à ce que forcément il y ait des fantômes, Bon. tu vois. La colline des Et fantômes, il y a pour des le coup, c'est même fantômes. plutôt bien expliqué. Quand ça parle de fantômes, c'est parce que c'est l'endroit où ils enterrent les anciens rois. Ça pourrait être vu comme ça, sans pour autant que ce soit littéralement des fantômes. Bah là, c'est littéralement le cas. Il y a un autre petit point qui pourrait être quand même à mentionner. Donc Gil-galad est inquiet que Celebrimbor n'ait pas donné de nouvelles. Et du coup, Gil-galad a envoyé comme ça une petite troupe de messagers qui sont tous tués donc, dans l'épisode précédent. Et du coup, ils envoient qui ? Ils envoient 5 personnes. Donc c'est la A-Team quoi, c'est l'agence tout risque. Ils sont, enfin je dis 5, ils sont peut-être 6 et ils les envoient pour aller voir Celebrimbor et tout. Donc en gros le truc c'est que Gil-galad a les bonnes idées mais il met pas vraiment les moyens derrière parce que s'il pense que Sauron est en train de rentrer dans un des royaumes elfes, enfin, je sais pas, on voit plusieurs personnes, enfin, il fait quelque chose, tu vois. Enfin, là, il envoie une troupe, ah, ils reviennent pas. On envoie une autre, oh, ils reviennent pas. Enfin, si la saison 2 ne tient que sur ça, c'est quand même un petit peu faiblard. Et du coup, pour moi, si on parle de faiblard, il faut aller du côté d'Isildur, de Legolas 0.1 et de la Sauvageonne. C'est pour l'instant, alors, évidemment, et Théo, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Théo sera peut-être un jour en roi Angmar et tout. Bon, ça, je sais même plus d'où ça sort en fait. Mais le truc, c'est que très concrètement, c'est tout ce segment, je n'en vois aucun intérêt. Le seul truc, enfin, je dis ça, il n'y en a aucun intérêt. Si, il y en a un, c'est qu'ils ont croisé des Ents et que je suis très content qu'ils aient vu des Ents. Mais globalement, à part avoir vu les Ents, et ça c'était très chouette, tous ces personnages, j'aimerais presque avoir une version Director's Cut où ils sont en dehors de l'histoire. Ils prennent du temps à l'épisode. J'aurais préféré qu'on passe plus de temps sur le combat contre les fantômes ou des révélations entre Bombadil et Grand Elf. Mais là, c'est... Enfin là, qu'est-ce qui se passe quoi ? Ils se font bouffer par un ver de terre dans un marécage. Il n'y a aucun décor autour. Ils disent rien d'intéressant. Enfin,
C'est vraiment un truc, c'est pour passer le temps. Ils se disent, bon, bah, eux, c'est la version la moins chère pour avoir l'image. Je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de temps. Mais bon, au moins, on a eu les Ents, j'ai envie de dire. Bon, bonne nouvelle. Ça, c'était chouette. Mais ça donne un épisode qui est peut-être mon épisode préféré de la saison 2, cet épisode 4, mais en même temps, je ne peux que constater que tout est mou, quoi. Ah, c'est mou. Tu veux réagir un peu, mon cher Pierre ? Bah oui, mon cher Greg, je vais réagir un petit peu sur ce que tu as dit. Hein. Je te rejoins complètement sur quasiment tout. Je vais rajouter quand même un ou deux trucs. Il y a un élément que j'aime beaucoup et qui est là depuis plusieurs épisodes, c'est le passage sur la carte pour nous situer. Je trouve que c'est bien fait. Alors après, ça nous situe pas vraiment, hein, mais sauf si vraiment on est un expert de l'univers Tolkien. Mais c'est bien amené, donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Moi, j'aimerais quand même revenir sur Tom Bombadil, parce que c'est un personnage qui est vraiment particulier dans le Seigneur des Anneaux, et vraiment particulier pour Tolkien. C'est un personnage qu'il avait créé... alors si je dis pas de bêtises, il racontait des histoires à ses enfants avec Tom Bombadil bien avant d'écrire le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un personnage qui est dans la vie de Tolkien depuis très longtemps avant d'arriver dans son œuvre. Et je trouve qu'il est vraiment bien travaillé, bien respecté. Et c'est respectueux vis-à-vis de Tolkien. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, il change le lore, il change plein de choses pour les besoins de la série, pour mettre leur touche personnelle, on l'avait expliqué dans l'épisode précédent. Mais il y a quand même un truc que moi je ne peux pas leur retirer, c'est que j'ai quand même l'impression que ces showrunners, bah, ils aiment le Seigneur des Anneaux, ils aiment l'œuvre de Tolkien. Ils l'adaptent à leur sauce, ok, mais ils l'aiment quand même. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé la manière d'introduire ce personnage sans le définir, ce qui est impossible. On parle de Tom l'aîné, il dit que il était là bien avant la rivière et les arbres, quand est tombée la première pluie, quand a poussé le premier arbre. Il y a un côté un peu christique dans le biblique, dans le personnage de Tom Bombadil, ce qui était déjà un petit peu le cas dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, et c'est cohérent avec Tolkien, ses croyances, les personnes qu'il a côtoyées, C.S. Lewis notamment, l'auteur du Monde de Narnia. Enfin, c'est bien amené, c'est bien respecté. Et ça, j'ai trouvé ça cool. La non-présence, mais présence quand même de Bédor, sa femme, est très chouette. Alors, j'ai lu plein de théories sur pourquoi est-ce qu'on la voit pas, pourquoi est-ce que dans le bouquin, les hobbits la voient et pas Gandalf. Euh, la version qui ressort le plus dans les théories, c'est qu'elle n'a pas voulu se montrer à Gandalf. Voilà. Ça me paraît cohérent, mais tout ce passage-là, je l'ai bien aimé. Est-ce qu'on reverra Tom Bombadil? Est-ce qu'on verra un jour Bédor dans la série? Ça serait bien quand même de l'avoir. Maintenant qu'on a vu Tom, voir Bédor serait cool. Donc ça, c'est sur ce point-là. Sur les Ents, je les ai trouvés très réussis. Mais je suis désolé, ça vaut pas les Ents du Seigneur des Anneaux. Enfin, moi, toutes les scènes du Seigneur des Anneaux avec les Ents, je les ai adorées. Là, celle-là, la poésie, le discours très poétique, très porté sur la paix, développé par les Ents, mais complètement passé au-dessus, quoi. Et pourtant, j'adore la paix, quoi. Donc, le truc, je suis assez hermétique à plein d'aspects de la série et quand elle essaye de partir dans des trucs un peu oniriques et tout, ça marche pas. Ça marche pas. Et il y a un élément qui m'a sauté aux yeux vraiment sur la scène avec l'elfe Arondir et les Ents, Théo et Isildur, après qu'ils aient assommé Estrid. Quand il y a tout ce discours et qu'on décide, ouais, voilà, euh, de, d'arrêter de se battre. Déjà, il y a un truc qui est pas respecté, c'est la lenteur des Ents, quoi. Là, c'est plié en 3 secondes, en veux-tu, en voilà, alors que dans le bouquin et dans la trilogie, les Ents prennent un temps monumental pour débattre s'il faut ou pas suivre les hobbits et les aider. Enfin bref, là, c'est expédié. Mais surtout, dans cette scène-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment aucun personnage dans la série auquel j'ai été attaché. Ce qui est l'exact opposé de ce que je peux dire du Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, j'aimais tous les personnages. J'étais fan de Haldir qu'on voit pendant une scène.
que je trouvais trop stylé. Je connaissais les répliques de plein de personnages, j'adorais le Witch King. Accessoirement, il y a une énorme théorie sur le Witch King, comme quoi c'est lui le sorcier ténébreux, et vraiment, j'espère pas. Donc le roi sorcier d'Angmar. Enfin voilà, et là, dans cette série, est-ce qu'il y a un personnage auquel je suis attaché? J'aimais bien Bromwyn dans la saison 1. Elle est plus là. Est-ce que son absence me dérange plus que ça? Non. L'étranger, je m'en fous. Poppy et Nori sont chouettes. À la limite, c'est celles qui ont un peu le totem d'immunité, mais c'est les seules. Les autres, Théo, Isildur, non, enfin, arrondir, non. Enfin, il y a vraiment. Si, j'aime bien Durin quand même. Mais en dehors de ça, et c'est un vrai problème, quand t'as pas d'attachement dans une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux, qui est quand même un récit féerique, où la magie fonctionne parce que t'es attaché au personnage, là, que ça marche pas du tout dans les Anneaux de pouvoir, parce que déjà la série est beaucoup plus sombre que ne l'était le Hobbit, bien évidemment. Je confirme que la Rappelons quand série même est plus que sombre. oui, et puis lorsque Tolkien a écrit le Hobbit, il a écrit à destination des enfants. Et le Seigneur des Anneaux a aussi une grande part de côté poétique, très enfantin sur certains aspects. Les Hobbits, ils sont extrêmement charmants. Enfin, t'as envie d'aimer la comté, t'as envie d'y vivre, quoi. Donc là, on n'a pas ça dans la série, et c'est un vrai problème. Et je trouve que la série utilise des grosses ficelles, soit des références, des hommages, en veux-tu en voilà, au Seigneur des Anneaux développé à l'écran par Peter Jackson. Tu vois, par exemple, quand Nori et puis il y a plein de moments où je me suis dit, ok, ça c'est la trilogie. Nori et Poppy qui sont traqués par les cavaliers, moi j'ai revu la scène des hobbits traqués par les Nazgûl. Bien évidemment, le plan, mais j'ai déjà dit, avec les elfes qui courent sur le sommet de la montagne, c'est bien évidemment la communauté de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que la musique, c'est pas du tout le même truc. Et quand tu es au cinéma et que tu découvres ça en 2001, avec tin tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin ta ta tin. Enfin bref, vous l'avez la musique, bah ça défonce. Là, moins. Et il y a d'autres scènes, tu vois, arrondir qui de plus en plus, et j'ai l'impression que c'est trois fois par épisode ou au moins une fois par épisode où arrondir est là, il faut qu'il fasse du Legolas parce que on avait la touche Legolas. Bon, ben là maintenant on a arrondir qui a pris la relève. C'est un- ça marche pas, ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a un truc sur Elrond Galadriel qui est très présent dans l'épisode qui m'agace encore. C'est cette tension qui est factice entre les deux parce que elle n'était pas là du tout dans la saison 1 et là elle est extrêmement présente. Elrond en veut à mort à Galadriel. Il ne lui fait plus du tout confiance parce qu'elle a l'anneau. Lui est conscient que l'anneau est un danger. Galadriel, elle n'est pas consciente du tout que c'est un danger. Alors que, comme tu le disais dans l'épisode précédent, enfin dans la vidéo précédente, ils ont des visions absolument cauchemardesques avec l'anneau, et elle en a encore une dans cet épisode. Donc elle se dit même pas, il y a un bug avec cet anneau. Lui, Elrond, le voit ce problème. Donc là, la tension Elrond, Galadriel qui perdure, hein, puisque Elrond, même à la fin, hein, quand Galadriel se confie, elle lui dit jure-moi, etc. Il dit non, par contre, je te jure de combattre toujours Sauron, mais il y a toujours cette tension entre les deux, ça change pas. Et il y a un autre truc aussi sur Elrond qui me perturbe un peu, c'est qu'on est passé d'un Elrond, le bon pote, très cool, très intellectuel, très presque l'ami amoureux, tu vois, dans la saison 1, très à l'écoute de Galadriel. Là, on est passé à un mec hyper vénère avec Galadriel et chef de guerre. Et en plus, il a un vrai rôle militaire. Alors, ok, Elrond, c'est pas un plot, mais il y a un grand écart entre les deux saisons sur le personnage. Et ça m'embête. Ça m'embête. Je reconnais pas le personnage de la saison 1. Bon. Puis, il y a d'autres choses, mais voilà. Par contre, c'est étonnant, on n'a pas Sauron dans cet épisode. C'est pas mal. Euh, C'est pour des bon, questions on a de encore temps. une scène too much. C'est- De Non, mais c'est quoi? pour une question de temps parce que
Oui. ils ont la problématique de là. Ils sont en train de créer les anneaux pour les nains. Si on voyait que pendant que les autres ils sont en train de gambader, ils sont en train de faire des anneaux, ça voudrait dire qu'ils font les anneaux en quelques jours en fait. Et d'un seul, en fait, il y a une temporalité du côté de la création des anneaux qui est très chelou. Mais ça, c'est un problème Mais bon. qu'a toutes les œuvres, en fait. Parce que un bouquin, tu peux faire un récit qui s'étale sur 100 ans, c'est pas un problème. Tu peux faire une ellipse Et tu peux faire de 100 100 récits ans. qui s'étalent Là, sur c'est un pas an. possible dans la série. De quoi? Est-ce que tu peux faire 100 récits qui s'étalent sur un an? Juste il y a pour un truc quand revenir même- sur le problème, parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui voyaient pas où je voulais en venir sur cette histoire. En fait, dans les bouquins, les anneaux des elfes sont faits en dernier, ce qui est beaucoup plus logique. On a les anneaux des nains, des hommes qui sont faits dans une première fournée. Du coup, Celebrimbor se rend pas compte qu'il y a un problème. Et ensuite, il y a du coup la création des 3 anneaux elfes. D'un côté, Celebrimbor essaie de les faire plus purs et pas touchés par Sauron. Et Sauron, lui, va faire l'anneau unique. C'est logique de se faire surprendre après avoir fait tous ces anneaux. Mais là, on est en train de se dire, mais pourquoi Celebrimbor et tout son royaume continuent alors que tout le monde est au courant que c'est Sauron? Du coup, on est forcément ballotté dans l'histoire avec en fait ils sont pas encore arrivés aux portes du royaume, donc ils ont encore une petite semaine pour créer les anneaux. Donc on a vraiment, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les anneaux des hommes vont être créés fin de cette saison pour pouvoir essayer d'expédier tout, ou c'est les anneaux des nains cette saison et les anneaux des hommes la prochaine? Parce que là, ça voudrait dire que Celebrimbor et personne ne vient le voir pendant encore une saison de plus. C'est quand même assez étonnant, quoi. Donc, du coup, ça crée des tensions dans la logique même de qu'est-ce qui se passe et pourquoi les gens vont à droite, vont à gauche. Mais c'est vraiment cette série, elle est... on aimerait bien l'aimer, mais elle passe à côté de plein de choses fondamentales et ça fait que... il y a vraiment un goût d'inachevé complet. Je pense qu'il faut rappeler qu'on avait couvert à plusieurs reprises qu'il y a eu la grève des scénaristes. Ils s'arrêtent pas de continuer à développer les scénarios. Il y a la grève des scénaristes qui continue. Ils ont besoin de scénaristes pour corriger sur le tournage. Les scénaristes sont encore très utiles sur le tournage pour écrire qu'est-ce qui s'est passé dans telle scène, est-ce qu'il y a une improvisation, qu'est-ce que ça va changer dans le scénario. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas arrêté la série. Et là, on voit vraiment une série où on a l'impression que le scénario il est cabossé, que les trucs sont pas liés les uns avec les autres. C'est extrêmement étrange. Vraiment, de faire j'ai beaucoup plus de mal à faire la vidéo de la critique des Anneaux de Pouvoir que de quasiment tous les autres films qu'on a pu faire ou autres séries qu'on a pu faire, parce que c'est une série qui est... J'ai jamais vu un truc où tu as 10 sur 10 en trucage et t'as 2 sur 10 en scénario. C'est tellement disparate, c'est extrêmement étrange, quoi. Je suis d'accord avec toi, mon cher Greg. Alors, un dernier point me concernant sur cet épisode, parce que j'ai pas assez insisté dessus, je trouve, c'est que je l'ai quand même trouvé mieux que les 3 premiers sur plein d'aspects. Et j'espère que la série, en tout cas cette saison, va décoller vraiment et que je vais être intéressé, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'instant. Allez, je te laisse conclure, mon cher Greg. Je vais conclure un peu pareil que toi. Moi, j'ai l'impression que cet épisode, on pourrait aller sur quelque chose qui est mieux si juste les durées, les tensions pouvaient être différentes. Et j'espère qu'elle ne va pas retomber dans les affres des 3 premiers épisodes qui en étaient beaucoup moins bien ficelés en tout cas. Mais cette série, tout n'est pas nul. Enfin, je veux pas qu'on ait l'impression qu'on est dans une logique à la bâcher, parce que tout n'est pas nul. Il y a des trucs qui sont fous et en même temps il y a des trucs qui sont bien faits. Voilà. Par contre, tout à l'heure, j'ai pas réagi, mais quand tu dis les gens qui ont fait cette série sont des fans de Tolkien, mais il y a toujours ce sujet, hein. Ils ont pas les droits du Silmarillion, ils adaptent des choses du Silmarillion et ils le font très 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 bizarrement, parfois un peu à contresens de l'œuvre originelle. Oui, mais ils sont fans. Est-ce Est-ce qu'ils sont moins fans ou plus fans que nous? C'est presque pas le sujet, mais c'est vrai qu'ils tournent beaucoup l'œuvre, quitte à faire des vrais contresens
Donc Ils font- j'ai du mal à ne pas Ouais, le mais- dire en même temps que dire qu'ils aiment l'œuvre originale. Il faut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont le droit d'adapter aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des bouts qui sont en leur possession, d'autres qui ne le sont pas. C'est Et très leur petit compliqué budget. d'adapter une œuvre quand tu peux pas parler de tout. On l'a bien vu avec Marvel, où il y avait des casse-têtes improbables quand ils n'avaient pas les droits des X-Men, pas les droits de Spider-Man, pas les droits de certains mots liés aux X-Men, pas le l'adamantium par exemple. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tu vois, il y avait des personnages dans Hulk qui pouvaient pas utiliser. Il y avait des personnages plein comme ça. Donc c'est un vrai problème. Là, c'est Mais encore du coup, pire, je trouve, parce que là, c'est enfin, complètement morcelé. Là, ça va nous amener à faire deux fois, de reprendre toute la vidéo, mais c'est le mithril qui est fait par le combat d'un balrog. Enfin, il y a des trucs qui sortent de leur tête quelque part. Ça a de rapport avec rien, mais en fait, alors, je vais te rejoindre sur un truc, et je pense que le vrai problème originel, il est effectivement dans ce lot qui a été vendu. C'est-à-dire de vendre un lot du Seigneur des Anneaux sans vraiment le Seigneur des Anneaux, de dire vous avez le droit d'adapter les appendices, c'était forcément complètement bidon. Ils auraient dû dire on vous vend le deuxième âge du Silmarillion, et puis c'était beaucoup plus clair. Et le Silmarillion n'est pas un livre où chaque minute du deuxième âge est décrit de long en large. Ils avaient largement de la place pour pouvoir adapter, faire des trucs. Mais du coup, c'est vraiment ce lot vendu les a mis effectivement, à mon avis, en carafe. Je suis d'accord avec toi qu'ils auraient eu un lot plus simple à adapter, ça aurait été plus cohérent. Mais tu vois, moi, ça me choque moins que eux, avec un lot extrêmement tarabiscoté et des morceaux qui peuvent utiliser, d'autres morceaux qui peuvent pas utiliser, qu'ils en fassent finalement leur micmac et qu'ils essayent de créer un truc un peu cohérent et aussi adaptable à l'écran pour plaire à des téléspectateurs, ce qui est différent que plaire à des lecteurs. Ça me choque moins que par exemple House of the Dragon qui va faire des tonnes et des tonnes de changements sur la danse des dragons alors que ils ont littéralement tout le bouquin à adapter et qu'ils ont l'auteur du bouquin qui est à côté d'eux et qui en plus est en PLS parce qu'ils sont en train de changer des trucs que lui ne voulait pas. Donc là, pour le coup, ça me choque moins. J'ai plus de compréhension pour ces changements-là et leurs difficultés d'adaptation, voire des difficultés... Enfin, que ça tâtonne, ça me choque moins, tu vois. Voilà, mon cher. Eh bien, merci pour ton avis, mon cher K. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Analyse la semaine prochaine du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et pour plein d'autres vidéos sur la chaîne très régulièrement. Certains ont pu remarquer que nous faisions pas mal de vidéos ces jours-ci. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.